Scène. Enfin, essayons de nous mettre dans la peau du joueur 2 secondes. Vous venez de jouer 120 minutes d'un match de foot. Ouais, l'enfer pour l'organisme. Mais complètement. La tension est insoutenable, les muscles brûlent, le souffle est court, bref. Et là, vous marquez le but de la victoire. L'explosion de joie. C'est ça. Vous soulevez le trophée sous les hurlements de milliers de supporters, la médaille d'or pèse lourd autour de votre cou, tout est parfait. Et puis, des mois plus tard, un type en costume que vous n'avez jamais vu de votre vie, qui est assis dans un bureau à des milliers de kilomètres, rédige un document juridique. Et qui dit quoi, ce document? Qui stipule que, techniquement, tout ce que vous avez vécu sur le terrain n'a jamais existé. Ah oui, le fameux coup de gomme administratif. C'est la définition même de la dissonance cognitive, en fait. Ouais, c'est le mot. Parce que tu as une collision frontale entre, d'un côté, l'expérience corporelle, indéniable, la sueur, l'effort, et de l'autre, la réalité administrative qui est juste froide et implacable, quoi. Et le pire, c'est que c'est pas un scénario de fiction du tout. C'est exactement le cœur du décryptage qu'on va faire aujourd'hui en s'appuyant sur un article vraiment fascinant. Un article très récent, d'ailleurs. Ouais, publié le 17 avril 2026 par le média sportif sénégalais wisport.com. Et cet article, il met en lumière une controverse inédite, une vraie rébellion, genre viscérale. Celle de Pape Gaillet, c'est ça? Exactement. Le milieu de terrain sénégalais. En fait, il refuse catégoriquement de rendre sa médaille de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La fameuse CAN 2025. Voilà. Et tout ça parce que la Confédération africaine de football, donc la CAF, a décidé, bim, de retirer le titre au Sénégal pour l'attribuer au Maroc. C'est fou quand on y pense. Ça soulève tellement de questions sur ce qui définit la vraie victoire dans le sport moderne. Mais carrément, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer cette tension. La victoire athlétique face à la bureaucratie institutionnelle. Parce que ça oppose deux concepts qui, en temps normal, coexistent plutôt pacifiquement. La vérité du terrain et la vérité du registre officiel. Sauf que là, ils divorcent. Ouais, et quand ces deux vérités divorcent de manière aussi brutale, ça crée un chaos conceptuel total pour les athlètes. Bon, alors, remettons les choses dans leur contexte physique avant de parler de la paperasse. La finale de cette CAN, elle s'est jouée le 18 janvier à Rabat. Donc le Maroc jouait à domicile en plus. Ouais, pression maximale. Le Sénégal bat le Maroc 1-0 à l'issue de la prolongation. Et le buteur, le héros de la nation, c'est justement Pape Gaillet, qui évolue au club de Villarreal. Donc on a un événement hyper tangible. Voilà, enregistré par des dizaines de caméras, avec la VAR validée par un arbitre sur le moment, fêté par un pays entier. Et de l'autre côté, l'article nous informe que la commission d'appel de la CAF a tout simplement décidé de rayer ce résultat. Comme ça, des mois plus tard. Et là où je dois faire l'avocat du diable 2 secondes, parce que c'est frappant quand on lit la source, c'est que l'article de Wisport ne donne absolument aucune explication sur le pourquoi de cette décision. Ah oui, zéro contexte sur la faute. Rien. Et on sait très bien que les commissions sportives ne se réveillent pas un matin avec l'envie de changer un palmarès juste pour embêter le monde, quoi. C'est un point super important que tu soulèves là. L'absence de motif dans la source sénégalaise, en fait, ça participe à fond à la construction d'un récit d'injustice. Bah oui, ça donne l'impression d'un coup près et arbitraire. Totalement. Mais factuellement, une commission d'appel obéit à des mécanismes précis. En général, quand un titre est retiré de manière rétroactive comme ça, c'est lié à des infractions qui ne se voient pas sur le gazon. Genre quoi, concrètement ? On parle souvent de questions d'éligibilité d'un joueur, un problème de nationalité sportive, des soucis administratifs hyper complexes sur les licences, ou alors des violations de règlements financiers ou éthiques en amont de la compétition. Ok, je vois. Donc, si je pousse le raisonnement institutionnel, si une équipe a enfreint une règle fondamentale avant même le coup d'envoi, la réalité physique du match devient caduque, non ? C'est la logique juridique, oui. Parce que, peu importe que la frappe de balle de Gay ait été magnifique ou que l'effort physique ait été surhumain, si on a fauté sur le papier, le résultat du papier doit primer. Sinon, on valide l'idée que tant qu'on gagne sur le terrain, on peut royalement ignorer le règlement, non ? Ah, mais je suis complètement d'accord avec cette logique. Et le droit du sport fonctionne comme ça. Le sport professionnel, c'est pas juste des gars qui courent après un ballon. C'est clair. C'est un contrat légal entre des fédérations. Et la CAF, c'est le garant de ce contrat. Mais le problème, et c'est ce qui rend cette affaire si inflammable, c'est la temporalité du truc. Le fait que ça arrive des mois après, tu veux dire ? Exactement. L'institution laisse la célébration avoir lieu. Elle laisse l'histoire s'écrire émotionnellement, pour ensuite tenter de l'effacer à l'encre rouge en coulisses. Tu sais à quoi ça me fait penser ? C'est un peu comme passer un examen universitaire hyper difficile. Ouais. Tu bosses comme un fou, tu obtiens ton diplôme avec mention, tu l'accroches au mur de ton salon, tes parents sont fiers, puis tu reçois une lettre d'un comité 6 mois plus tard.
Qui te dit qu'il y a eu une erreur de tableur. Voilà. Qui affirme que le titre de major de promo revient finalement à l'étudiant qui était assis à côté de toi, pour une obscure raison de crédit ECTS mal calculée. C'est hyper C'est violent. exactement ça. Ou même un litige immobilier. T'as deux personnes qui se disputent un terrain. L'une d'elles construit une immense maison dessus. Elle y vit, elle y organise des fêtes. Elle a des souvenirs dedans. Ouais. Et des années plus tard, un tribunal tranche et dit le cadastre indique que ce terrain appartient à l'autre personne. Le papier change de main. Légalement, le propriétaire a changé. Mais la maison, elle est toujours là, physiquement. On ne peut pas faire comme si elle n'avait jamais été construite. Ton analogie du cadastre, elle est excellente pour illustrer ce décalage. L'institution, elle a le pouvoir de modifier le cadastre sportif, le registre officiel des vainqueurs, mais elle n'a pas le pouvoir de démolir la maison. La maison étant le souvenir du match. C'est ça, le souvenir collectif, l'effort fourni par les joueurs, la sueur et surtout les émotions ressenties par des millions de personnes. Ça s'efface pas sur commande. Non, et cette incapacité de l'institution à effacer la réalité physique, ça nous amène directement à la réaction de Pape Gueye en fait. Il s'agrippe littéralement au mur de cette fameuse maison. Ouais, penchons-nous sur sa réaction parce qu'elle n'est pas juste forte, elle est viscérale. L'article de WeSport relaie une interview qu'il a initialement donnée à l'équipe. Et le ton est sans appel, hein. Ah, mais il est catégorique. Il déclare, je cite, « Nous avons remporté cette finale sur le terrain, le monde entier l'a vu. » Le monde entier, ouais. Mais c'est la phrase suivante qui me fascine le plus. Il ajoute, et puis les médailles, elles sont chez nous. Je ne suis pas prêt à rendre la mienne. » C'est fort comme déclaration. Très fort. Mais au premier abord, si on est un peu cynique, on pourrait se dire que c'est une réaction presque puérile, non ? Dans quel sens ? C'est juste un morceau de métal après tout. Si la CAF dit que tu n'es plus champion, garder le trophée en otage dans le tiroir de ta table de nuit, ça change absolument rien au palmarès officiel. C'est vrai, d'un point de vue purement pragmatique, sauf qu'en psychologie comportementale, on observe un truc qui s'appelle l'effet de dotation. C'est-à-dire ? C'est un biais cognitif hyper puissant qui fait que nous accordons beaucoup plus de valeur à un objet simplement parce que nous le possédons. Ok, donc parce que la médaille est physiquement chez lui, elle a plus de valeur que le titre lui-même. En partie, mais dans le cas d'une médaille sportive, c'est encore plus profond. C'est pas juste un objet qu'on possède comme un vase qu'on aurait acheté, c'est un objet qu'on a conquis. Ah, la nuance est importante. Bien sûr, la médaille n'a quasiment aucune valeur intrinsèque majeure, je veux dire en termes de matériaux purs. Oui, on va pas la fondre pour s'enrichir. Voilà, sa vraie valeur, elle réside dans le fait qu'elle est la matérialisation d'un sacrifice physique extrême. Elle prouve que la douleur existait. Donc pour Gay, s'il rend la médaille, c'est pas juste obéir à une directive administrative de la CAF. Ce serait admettre que la souffrance, les entraînements, les crampes pendant cette prolongation à Rabat, tout ça n'a eu aucune utilité. Exactement. Rendre l'objet, ce serait valider la décision du tribunal. Il refuse de le faire, et en faisant ça, il opère une vraie transmutation de l'objet. Comment ça, une transmutation ? La médaille passe du statut de simple récompense officielle à celui d'artefact de rébellion, de relique presque. Ah ouais, je vois le genre. Tant qu'il possède ce bout de métal, la décision de la commission reste du vent. C'est sa logique, oui. Il oppose la densité matérielle, palpable, de son trophée à la nature immatérielle et un peu désincarnée d'une décision de justice prise à huis clos. Mais c'est dingue parce que ça pose un vrai défi à l'autorité sportive. Enfin, à notre époque, avec la numérisation de tout, l'autorité, elle s'exerce par des bases de données. Principalement, oui. La CAF, elle peut très bien mettre à jour son site web, imprimer une nouvelle brochure, modifier la page Wikipédia et envoyer une nouvelle médaille toute belle au Maroc. L'institution n'a même pas besoin que Gueye rende la sienne pour le rayer de la carte. Alors, pourquoi s'accrocher autant à l'objet ? Parce que le symbole compte plus que le pixel, en fait. L'autorité d'une institution, elle repose entièrement sur le consentement mutuel de ses membres. Si tu n'y crois plus, l'autorité s'effondre. C'est ça. Si un joueur de ce calibre, et par extension toute une équipe derrière lui, refuse d'accepter le verdict et garde les symboles du pouvoir, ça crée une fissure énorme dans l'autorité de l'institution. Et d'ailleurs, Gay utilise un argument très spécifique dans sa déclaration. Quand il dit que le monde entier l'a vu, Oui, ça, c'est pas un hasard. Il fait directement appel au tribunal de la perception publique pour contrer le tribunal administratif. l'argument du témoignage collectif de masse, quoi. Exactement. Des millions de téléspectateurs, des milliers de personnes qui hurlaient dans le stade, c'est vrai que c'est dur de leur dire vous avez rêvé ». Et ce qui m'interpelle vachement en lisant la source, c'est que Pape Gueye n'est pas du tout un loup solitaire dans cette fronde. Ah non, pas du tout. C'est pas un athlète frustré qui boude dans son coin.
isolé de tous. Sa posture de défiance, elle est alimentée, structurée et totalement légitimée par tout un écosystème médiatique local. Et Wii Sport, on est le parfait exemple. Complètement. Quand on lit l'article, il n'y a aucune distance journalistique, mais vraiment aucune. Il n'y a pas la moindre tentative d'examiner le point de vue de la CAF ou d'expliquer le règlement. C'est très frappant quand on analyse la sémantique de l'article. Le journaliste est en alignement total avec le joueur. Il écrit quoi déjà? Il parle d'une position claire, assumée, presque viscérale des Lions du Sénégal. Et surtout, il qualifie Gueye de, je cite, « héros de cette rencontre Ah oui, on est dans la mythologie là. ». Complètement. La rédaction de Wii Sport ne se contente pas de rapporter une controverse de manière neutre. Elle participe activement à la consolidation d'un récit de résistance nationale. Et pour bien saisir la portée de cet alignement, faut vraiment regarder ce qu'est un média comme Wii Sport dans le paysage sénégalais. C'est pas un petit site amateur. Pas du tout. Quand on parcourt la plateforme, on réalise que c'est une énorme vitrine d'une nation profondément passionnée. Le sport là-bas, c'est un vrai pilier de l'identité. Sur la même page, tu vois des articles sur des joueurs qui évoluent dans l'élite mondiale absolue. Oui, le Sénégal exporte des talents incroyables. Ouais, on parle d'Iliman Ndiaye à Everton, de Nicolas Jackson qui cartonne à Chelsea, ou même de Kalidou Koulibaly qui est impliqué dans les futurs Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026. Donc un public avec une culture sportive hyper globale et exigeante. Exactement. Mais là où ça devient sociologiquement super riche à observer, c'est que cette actu sur la première ligue anglaise hyper glamour, elle côtoie les gros titres sur la lutte sénégalaise, le fameux Lamb. Ah, le LAMP, c'est une institution là-bas. Mais c'est immense. Sur Wii Sport, on parle des combats hyper attendus, des figures légendaires locales. Des noms comme Sathiès, Tafatine, Adafas ou Eumeusen. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, la lutte au Sénégal, c'est bien plus qu'un simple sport de combat. C'est clair. C'est un ancrage culturel, mystique, avec des rituels. C'est une ferveur populaire d'une puissance inouïe. Et tu vois, cette juxtaposition sur une même page d'accueil, le foot européen et la lutte traditionnelle, c'est pas du tout anodin. Tu penses que ça dit quoi de leur vision du sport? Ça démontre que le sport, au Sénégal, ça forme un continuum narratif unique. Que ce soit sur le sable brûlant d'une arène de lutte à Dakar ou sur le gazon impeccable d'un stade à Rabat pour la CAN, la performance athlétique est perçue comme une extension directe de la vitalité nationale. Des sportifs sont les vecteurs de la fierté du pays, en gros. C'est ça. Ils incarnent la force de la nation. Ce qui explique tellement de choses sur cette controverse, ça explique pourquoi la décision de la CAF ne peut pas du tout être perçue calmement, genre comme un